ouvre à présent une page consacrée à la bataille d'Idlib en Syrie. Le régime de Bachar al-Assad et son allié russe bombardent en ce moment ce dernier bastion rebelle. Les civils fuient par dizaines de milliers. On en parle avec notre invité. Bonsoir Gérard Vespierre. Bonsoir. Vous êtes chercheur à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. L'ONU dit craindre aujourd'hui la pire catastrophe humanitaire du XXIe siècle. Pourquoi ? Il y a des risques, il y a de très gros risques effectivement, mais la situation n'est peut-être pas aussi radicale que cela. Car il vient de se tenir une réunion à Téhéran entre les trois parties prenantes de cette situation, à savoir la Russie, l'Iran et la Turquie. Et aucun de ces trois acteurs n'a la même position. Donc les Russes souhaitent un dépôt d'armes de la part des rebelles. Les Turcs souhaitent une trêve, c'est-à-dire absolument aucune action militaire. Et les Iraniens veulent effectivement détruire les rebelles. Donc, les Russes et les Iraniens qui sont alliés du régime de Bachar el-Assad, on le rappelle. C'est vrai, mais avec des nuances. Car si vous regardez et vous écoutez de très près les déclarations de Vladimir Poutine, au mois de mai, par exemple, il a dit que la situation syrienne ne se terminerait que par une négociation politique avec aucune troupe étrangère présente. Bon. Et 2 jours après, son porte-parole pour les affaires syriennes a précisé les Iraniens compris. Donc, la situation n'est pas aussi, je dirais, fermée que cela. Et donc, il pourrait y avoir un premier niveau de frappe, mais avec une volonté d'aboutir à des négociations, parce que, toujours à la suite de la réunion de Téhéran, Vladimir Poutine, de façon surprenante, a dit, normalement il est toujours très carré, nous allons faire, nous ne voulons pas, etc., a dit, là, nous ne voyons pas autour de la table l'armée syrienne. Il n'y a pas autour de la table les rebelles. Il a ajouté, c'est pas à moi de parler pour eux. Mais il y a une prochaine réunion à Moscou de ces trois. Donc, voyez-vous, il y a toujours une pression militaire, mais aussi une porte ouverte vers la diplomatie avec des positions différentes. Alors, on va voir les dernières images de ce conflit. La bataille d'Idlib, commentée par Anne-Charlotte Tiné. Regardez. Le sud de la province d'Idlib, pilonné par les bombes à un rythme effréné. À chaque explosion, les casques blancs se précipitent. Soutenus par la communauté internationale, ils sont les seuls à opérer dans ce dernier bastion rebelle. Ils filment ces images. Dans les ruines, ils découvrent une famille sonnée. À peine le temps de l'évacuer. Vite, vite, ils reviennent! Cachez-vous! Et les bombardements reprennent. Ici, se mettre à l'abri paraît impossible. Face aux bombardements russes et syriens, ces casques blancs sont en première ligne. Il y a 3 jours, celui-ci a été directement visé. L'homme blessé fait sa prière. Quand une deuxième bombe explose, à quelques mètres seulement de lui. Dans cette province de 3 millions d'habitants où cohabitent rebelles, djihadistes et réfugiés d'autres régions, l'exode a commencé. 30 000 personnes ont déjà été déplacées et ceux qui restent sont pris au piège, comme nous le confirme cet habitant d'Idlib qui souhaite rester anonyme. Ceux qui fuient partent vers le nord, vers la frontière turque. Mais c'est très dur de sortir d'ici. On est systématiquement bombardés. Ce soir, l'ONU dit craindre la pire catastrophe humanitaire du XXIe siècle, alors que la grande offensive du régime sur Idlib n'a pas officiellement commencé. Alors, le régime justifie ces bombardements par, je cite, la lutte contre le terrorisme. En réalité, on l'a vu, cette province d'Idlib abrite un ensemble de forces anti-régime assez hétéroclites qui sont ces combattants ciblés par le régime de Bachar al-Assad. Alors, il y en a différents. Premièrement, vous avez dans le nord de cette région d'Idlib une zone d'influence turcophone avec une dizaine de groupes armés. Et la Turquie est en train de les fédérer sous le nom de Armée nationale syrienne. Je dis bien Armée nationale syrienne. Donc là, on a vu des bombardements dans le sud
de la zone, mais dans le nord. Donc les Turcs sont fortement implantés et ont une dizaine de points de contrôle entre leur propre zone et les autres zones rebelles. Autrement, dans le sud, il y a effectivement les séquelles d'Al-Qaïda, et donc Tahrir al-Sham, c'est le nom actuel, est la principale communauté rebelle, si je puis dire, de cette zone. Et troisièmement, il y a aussi des combattants de l'État islamique. Donc il y a une diversité, une différence, et qui demande aussi, d'un point de vue politique, des différences de traitement, car il est hors de question que les Syriens ou que les Russes bombardent la zone sous influence turque. Si l'armée de Bachar al-Assad reprend cette province d'Idlib, est-ce que la victoire pour le régime sera totale et définitive dans ce conflit ? Il reste, comme on vient de le dire, cette partie nord de la province qui est sous protection turque. Et deuxièmement, il faut faire attention parce que la situation intérieure des deux autres pays que l'on vient de citer, à savoir la Russie et l'Iran, évolue considérablement. Peut-il maintenant se permettre des conflits de longue durée et de haute intensité ? C'est très difficile car vous avez maintenant des manifestations en Iran qui disent, les manifestants proclament pas la Syrie mais l'Iran, arrêtez les dépenses, dépensez pour nous. Et depuis le dernier week-end, on a vu des manifestations à Moscou dire pas la Syrie, pas l'Ukraine, mais nos retraites. Donc, ces deux interlocuteurs, que sont les Russes et les Iraniens, ont aussi à tenir compte de leur situation nationale. Un mot pour terminer de la France. Emmanuel Macron a répété récemment que Bachar el-Assad n'est plus légitime. Pourtant, ce dirigeant n'a jamais été autant en position de force, on a envie de dire, en ce moment dans ce conflit. La force, vous savez, c'est quelque chose qui est variable. Et donc, on peut être à un sommet à un moment. Et si ce combat sur Idlib devait se poursuivre, ou ne devait pas avoir une fin favorable au régime, c'est-à-dire que finalement, on aboutisse à une trêve, à ce moment-là, la situation positive ou gagnante de Bachar el-Assad deviendrait beaucoup plus incertaine. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci à vous. À suivre un œil sur le monde.